Bonjour à tous, merci donc de suivre ce live qui est consacré à la crise sanitaire qu'on connaît, avec énormément de témoignages de tous les professionnels de l'UDI Santé. Et on commence évidemment avec celui qui gère donc le club UDI Santé et Prévention, Ibrahim Amirat. Est-ce que tu peux un peu te présenter, notamment ta localisation professionnelle, et ce que tu es en train de vivre en ce moment? Voilà, on est à Villeneuve-Saint-Georges, à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. Donc, Ibrahim Amira, je suis cadre de santé du service des urgences pédiatriques de l'hôpital. Et aujourd'hui, pendant cette période de crise, en fait, on est organisé urgence pédiatrique, urgence adulte, et on fait une organisation spécifique dans cet établissement, qui est donc une organisation de crise afin de pouvoir recevoir le maximum de patients avec des circuits spécifiques pour les patients qui sont suspects Covid ou les patients qui ne le sont pas, parce qu'il faut savoir que pendant cette période, il y a des patients aussi qui ne sont pas suspects Covid, qu'il faut quand même continuer à recevoir tous les jours. Donc les adultes comme les enfants. Ok, alors les questions que se posaient nos adhérents, c'est des questions qui sont très très concrètes. On a du mal à voir concrètement aujourd'hui pour un patient atteint du Covid-19 qui arrive chez toi, comment ça se passe concrètement? L'hôpital est complètement surchargé, on n'a pas encore ce stade-là. Est-ce que vous avez les moyens et le temps de pouvoir traiter tous les patients qui arrivent? Ou c'est Alors, déjà... oui, oui. Alors, en fait, avant d'être surchargé, on est déjà organisé en filière. C'est-à-dire que l'hôpital, il est fermé, il est complètement organisé pour recevoir les patients suspects Covid. Ça veut dire qu'on a une seule et unique entrée avec des tris spécifiques. Lorsqu'un patient se présente à l'hôpital, à partir de là, il va être trié. On a mis en place un système de tri à l'entrée de l'hôpital. Pareil, que ce soit un adulte ou un enfant, il va être pris en charge par une équipe tout de suite pour identifier l'éventuelle suspicion et éventuellement le niveau de gravité qui va nécessiter un parcours spécifique. Donc, on a vraiment des circuits très particuliers dans l'hôpital, avec un circuit pour tous ces patients qui sont suspects Covid et un circuit pour les patients qui ne le sont pas. Si le patient il est étiqueté avec une suspicion Covid, alors selon son état de gravité, il va prendre un parcours, on dit type ambulatoire, et dans ce parcours ambulatoire, il va rencontrer une équipe. Cette équipe va le recevoir, faire un examen clinique, un interrogatoire pour évaluer le type d'examen qu'il va nécessiter pour venir valider la suspicion. Si les symptômes de ce patient, donc qui est arrivé sur ses jambes de type ambulatoire avec des petits symptômes, il va pouvoir éventuellement rentrer chez lui au vu des résultats de l'examen clinique et des examens complémentaires qui auront été faits. Mais il ne va pas être lâché dans la nature. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, même s'il rentre à domicile, il va être sous une surveillance importante, rapprochée. Alors là, aujourd'hui, on va utiliser effectivement un certain nombre d'outils technologiques et les personnes, elles vont être inscrites en fait sur une application, elles vont utiliser une application qui s'appelle Covidom. À partir de là, le patient, il va être en contact continu en répondant à des questions qu'on va lui envoyer régulièrement. Et en fonction des réponses qu'il va donner via cette application, on est susceptible de dire au patient, peut-être qu'il y a une aggravation, on souhaite venir le revoir, on va l'inviter à revenir, ou alors la surveillance se passe très bien, il va pouvoir rester chez lui en confinement, en étant rassuré, puisque régulièrement, un questionnaire lui est adressé. On va être rassuré par les réponses. Il faut savoir aussi que quand il va partir, on leur a donné un certain nombre de conseils. Il y a une petite fiche aussi résumée qui lui est remise, mais tout ça est expliqué oralement pour pouvoir respecter pleinement le confinement, vu qu'il est suspect Covid, de manière à ne pas pouvoir contaminer son entourage. Si un prélèvement a été effectué, il sera également recontacté pour qu'on puisse lui dire s'il est effectivement positif ou négatif. L'équipe qui le reçoit, c'est une équipe qui est maintenant entraînée, aguerrie avec ces derniers jours. Et puis, effectivement, pour répondre à ta question des équipements, oui, ça nécessite effectivement un certain nombre d'équipements complets. Ça veut dire que les soignants, on a un petit document pour que vous puissiez visualiser, les soignants vont devoir être complètement habillés avec des outils de protection spécifiques. Ils vont donc de la charlotte, des visières ou lunettes de protection. C'est le fameux masque FFP2 parce qu'elles seront en lien avec un patient, elles seront proches. Donc, le masque FFP2, c'est le masque qui va permettre d'être protégé du virus. C'est aussi sur blouse, gants et tablier. Et ça, il faut savoir que on l'utilise du coup en très grande quantité puisque un patient, un équipement. Il faut le changer régulièrement.
les outils de protection qu'on a là, on a un stock, on a de quoi faire. Je me bats avec mon masque également parce que j'essaie d'économiser son utilisation. Moi, ce que j'ai là, c'est un masque dit chirurgical. Ce qu'elle porte là, c'est un masque type FFP2 parce qu'elles seront en contact direct d'un patient. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour le premier circuit, pour le patient, on va dire, peu grave. Pour le patient qui va être un peu plus grave, il va être reçu, lui, dans une unité spécifique également Covid, avec des équipes d'urgentistes qui vont le recevoir et éventuellement engager tout de suite des traitements et des thérapeutiques un peu plus invasives et d'autres examens pour évaluer la nécessité d'une hospitalisation dans un service conventionnel ou dans un service de réanimation avec des techniques plus importantes. Alors, par rapport aux protections individuelles que tu mentionnais juste avant, on a beaucoup évoqué dans les médias le fait que les soignants, justement, avaient des grandes difficultés pour pouvoir avoir à disposition ces protections individuelles. Est-ce que vous le ressentez directement? Comment ça s'est passé l'approvisionnement en protection individuelle, donc principalement les masques que tu évoquais? En fait, évidemment, avec la consommation qui est plus importante, les stocks de facto ont diminué. Là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas des stocks gigantesques, donc il y a des soucis d'approvisionnement. On a régulièrement ce qu'il faut. On a eu aussi des masques de protection périmés de quelques mois qu'on utilise parce qu'ils sont encore dans une limite utilisable. Donc, si on a reçu ce type de masque avec une date un peu limite, c'est que les stocks doivent être vraiment très bas. On est invité, bien sûr, à rationner, c'est logique, mais on est quand même sous tension au niveau du matériel. Les quantités qu'on nous présente nous permettent effectivement de fonctionner chaque jour, mais avec une nécessité de rationnement. On a été très, très court au niveau des surdoses là dernièrement. Donc, les services des achats ont réussi à trouver des pistes. Donc, tous les jours, ils se cassent la tête, effectivement, pour pouvoir gérer les approvisionnements. Mais on est quand même dans un casse-tête de gestion d'approvisionnement. On est vraiment très court. On a pu se protéger. On a eu aussi des dons. On a beaucoup de gens qui sont venus nous apporter de quoi nous protéger. Si je te présente par exemple ce type de visière de côme de protection, ce sont des particuliers qui ont fait ça avec des imprimantes 3D pour qu'on puisse être équipé et protégé. Ça ne veut pas dire que l'établissement ne nous a pas fourni du matériel, mais le matériel, il est très consommé, donc on est limite. Donc les dons qu'on a reçus sont des dons qui sont très utiles de toute manière. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de mieux quand on n'est pas du tout un professionnel de santé, justement, pour aider les soignants et limiter la propagation du virus? Est-ce que tu peux nous… Il y a quelque chose qui est assez évident et que je pense que les gens ont remarqué. On leur a demandé de rester confinés. En fait, l'intérêt d'être confiné, c'est de limiter les contacts parce que le virus, en fait, il se transmet d'une façon très simple, c'est de personne à personne. Donc, si on veut arrêter la contamination et puis la diffusion, il faut éviter effectivement ces contacts-là. C'est aussi bête que ça. Parce qu'on peut être atteint du virus, être porteur du virus sans savoir. L'intérêt du confinement, on est d'accord, c'est limiter les contacts. Parce que lorsqu'on est porteur du virus, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, même plus tard, en fait, on est contaminant sans le savoir. On peut ne pas avoir de symptômes. Donc effectivement, on peut se sentir bien, en pleine forme. On peut aller faire son jogging, rencontrer quelqu'un et lui faire la bise. Rentrer à la maison, en rentrant à la maison, croiser un autre ami à qui on va parler de façon rapprochée. On lui dit moi ça va, mais en fait pendant ce temps-là, la personne est en train de contaminer son contact sans le savoir parce qu'elle n'a aucun signe. Il faut savoir qu'il y a des formes qui sont asymptomatiques, mais on peut être porteur du virus et le diffuser alors éventuellement à une personne fragile qui elle-même va alors être victime de ce virus par défaut. Le confinement, c'est très bête, hein, c'est une mesure barrière qui est peut-être contrariante parce qu'on reste à la maison, mais qui est une mesure la plus simple à mettre en place. Et justement, une personne qui va respecter le confinement scrupuleusement et qui va minimiser ses contacts, les contacts que tu pouvais évoquer, est-ce qu'elle peut quand même être contaminée? À quoi elle doit faire attention? À quoi elle doit veiller aujourd'hui? Notamment par les matériaux, par l'air. Il y a beaucoup d'informations aussi contradictoires à ce sujet. Concrètement, comment limiter la propagation, même quand on respecte scrupuleusement les règles du confinement? Mais en fait, il y a toujours la possibilité, sans le savoir, de pouvoir
avoir été contaminé, peut-être en touchant des surfaces qui elles-mêmes étaient contaminées, mais le but, c'est pas de sombrer dans la paranoïa, parce que un des principes de base, c'est qu'en rentrant à la maison, on va se laver les mains. Ce qui se passe, c'est que peut-être entre-temps, sans s'être rendu compte, on a porté éventuellement la main au visage. C'est un réflexe qu'on a tous, on ne se rend même pas compte des fois qu'on a touché le visage. Ça peut être une possibilité. Lorsqu'on va aller dans les magasins, on va toucher effectivement aussi des choses et peut-être porter sa main au visage. Donc en fait, c'est pour ça que plus on limitera les contacts, plus on limitera les sorties, plus on limitera en fait les périodes où on peut être contaminé, moins on a de chances d'être contaminé soi-même ou contaminer l'autre. On a une question qui nous est arrivée en fait d'une adhérente de l'UDI qui est commerçante, qui a un salon de beauté et qui comprend pas du tout les règles du confinement, puisque elle explique qu'elle utilise énormément de règles d'hygiène et de sanitaire très strictes et elle comprend pas pourquoi elle est obligée de fermer et pas les supermarchés. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire et qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Alors, en fait, ce qu'il faudrait lui expliquer, c'est que lorsque la personne va aller faire ses achats en commerce, elle va éventuellement avoir très peu de rencontres. Le temps de rencontre, là, c'est le temps de rencontre qui va être différent. Quand on va passer voir la caissière, ça va durer juste le temps de passer ses courses, de régler et de partir. Alors que cette personne qui effectue des soins de beauté va, à mon avis, rester plus d'un quart d'heure auprès d'elle à lui faire des soins. Donc, effectivement, le temps de contact est très important, donc le temps de risque est augmenté, et ce qui fait que ça peut augmenter dans la pièce qu'elles utilisent le temps de présence, la quantité de virus dans la pièce. En fait, plus on est en contact avec une personne contaminée, c'est pareil, plus on a de risque de l'être. Ça veut dire aussi qu'elle va rencontrer énormément de personnes, qu'elle risque même d'être contaminée, contaminer les autres sans le savoir, parce que comme j'avais expliqué, il y a des formes asymptomatiques. Donc en fait, en créant les contacts, surtout de longue durée, alors on augmente le risque. C'est aussi pour ça que son commerce, il a été invité à fermer, parce qu'un soin esthétique n'est pas non plus considéré comme vital et essentiel, contrairement à celui de se nourrir et donc d'aller en centre commercial pour acheter des denrées. Il y a quand même une différence entre les deux et ça me paraît, moi, un peu plus logique. On est invité à se protéger elle et protéger les autres. C'est une mesure de protection. Il y a beaucoup d'informations et beaucoup de questions aussi qui nous sont parvenues au sujet de la chloroquine et d'un traitement soi-disant miracle. Il y a même des responsables politiques comme Bruno Retailleau qui ont milité pour imposer un traitement généralisé de la chloroquine. Qu'est-ce que tu as envie de dire et qu'est-ce que ça t'inspire, cette espèce de déferlement médiatique et sur les réseaux sociaux sur cette question d'un traitement potentiellement miraculeux? Alors, je ne connais pas la notion de miracle en sciences et en médecine. En général, C'est il n'y a ironique. pas vraiment de traitement miracle. Quand il y a un traitement, il est prouvé sur des bases scientifiques, son efficacité ou non. Je pense que c'est pas forcément à des politiques qui n'ont pas fait d'études en pharmacologie ni en médecine, éventuellement de dire quel traitement il peut donner à un patient. Quand on soigne un patient, il ne faut pas oublier que ce sont des médecins, ce sont des infectiologues, ce sont des réanimateurs, ce sont des pédiatres, ce sont des gens pour lesquels c'est le métier et c'est eux qui vont raisonner, débattre, échanger, tester ce qui est la marche à suivre auprès d'un patient. Donc, éventuellement, qu'un politique donne son avis et son expérience, pourquoi pas, mais je trouve ça un peu agaçant de créer le trouble dans la population. Je pense qu'il y a suffisamment de troubles, ce n'est pas nécessaire d'en rajouter. Aujourd'hui, on est sur le front, on est sur la guerre, chaque jour on reçoit des patients, chaque jour on essaye en fait de lui attribuer la thérapeutique et éventuellement les techniques les plus appropriées possibles. Ce virus, on ne le connaît pas, on le découvre. On apporte les soins nécessaires. Si il y a des traitements qui sont efficaces, ils seront donnés. Il n'y a aucun intérêt à ne pas en donner. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la chloroquine. Il existe plein d'autres traitements qu'il est possible de donner. Il ne faut pas oublier que le Covid-19, c'est un virus. Donc, comme tout virus, il n'y a pas de traitement. Un antibiotique, ça se donne quand on a affaire à une bactérie. On peut éventuellement ici avoir des combinaisons de traitements avec un antibiotique, mais c'est pour certains effets recherchés spécifiques, mais chaque cas est particulier. Le cas de M. Retailleau n'est pas forcément le cas de Mme X ou Y. On ne donne pas une thérapeutique de façon généralisée, ça dépend du profil de chaque patient, de son état à un instant T. C'est un peu plus complexe que ce que l'on croit. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas comprendre,
mais il y a une simplification, on le sait, à travers les réseaux sociaux et les médias, qui donne l'impression d'une facilité. Il y aura un traitement X qui s'appelle chloroquine qui a l'air efficace. Pardonnons-le. Là, c'est un très gros raccourci qui est extrêmement dangereux. Ibrahim, merci beaucoup. Tes explications étaient très claires. J'espère que tu as répondu à toutes les questions que pouvaient se poser les adhérents. En tout cas, j'en suis persuadé en ce qui me concerne. On vous souhaite beaucoup de courage à toi et à ton équipe. Et à très bientôt, du coup, pour un nouveau rendez-vous du DI Santé. Merci à toi. Merci, à bientôt. Grégory, bonjour. Tu es premier vice-président de la Commission des affaires sociales de la région Hauts-de-France, entre autres. Elle comprend aussi d'autres prérogatives. Tu es secrétaire national UDI à la santé, pharmacien de profession à Comines, dans le Nord, et aussi président de l'URPS pharmacien de la région Hauts-de-France. C'est bien ça, bonjour. Déjà, bienvenue. Et on va évoquer ensemble le contexte particulier qu'on traverse actuellement et ton point de vue du coup du pharmacien, ton quotidien de pharmacien, mais aussi d'élu. Et voilà, si tu en es d'accord, nous livrer ton point de vue. Avec plaisir. Alors, la première des questions, la plus naturelle, c'est comment vas-tu? Ah bah écoute, ça va pas trop mal, hein, étant donné les circonstances assez graves que l'on est en train de surmonter en officine dans les pharmacies de ville, et avec les deux casquettes que tu as rappelées, donc en première ligne dans mon officine, mais aussi à gérer en fait pour tous les pharmaciens en fait des Hauts-de-France cette crise du coronavirus. Et c'est pas simple à gérer puisque on a plus de 2000 officines en fait dans les Hauts-de-France avec des problématiques très particulières sur les territoires. Et en tant que président du RPS, c'est moi qui fais le lien entre les autorités, l'ARS et le ministère, aussi la préfecture et les pharmaciens. Et en ce moment, il y a quelques sujets un peu brûlants qui fait que voilà, je suis un peu pris, mon temps est compté. Voilà. En tout cas, c'est très gentil de nous accorder de ton temps pour parler avec nos adhérents et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc, on avait une question au fond que tout le monde se pose, c'est dans le contexte international qu'on connaît, qui est très tendu, notamment à propos de l'approvisionnement de certains médicaments, comme le Plaquenil. Bon, en France, on a vu que ça posait quand même certains problèmes, voire pour certains équipements du quotidien, comme les oxymètres, les thermomètres, voire pour le gel hydroalcoolique, que le gouvernement vous a autorisé d'ailleurs à fabriquer en officine par vous-même. Est-ce que toi, tu crains des pénuries à plus grande échelle dans le pays, voire des problèmes d'approvisionnement pour des gens qui souffrent de pathologies chroniques et qui ont besoin de ces médicaments-là? Et quel est ton sentiment à propos de tout ça? Alors, la pénurie de médicaments, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça avait commencé bien avant cette crise de coronavirus. Bien sûr, on a tous cette inquiétude du fait de la crise du coronavirus et le blocage justement aussi des importations et des exportations de médicaments, que le phénomène puisse s'accélérer et s'empirer. À l'heure actuelle, il n'y a pas de pénurie de médicaments en ville. On sait gérer, comme on faisait avant, en fait, l'approvisionnement en fait, des médicaments. Donc, je voudrais rassurer le grand public. Il ne faut pas se ruer dans les officines. Il n'y a pas de pénurie de médicaments à l'heure actuelle. Et là où il y a des pénuries, c'est dans les hôpitaux, justement sur des molécules en fait, qui sont utilisées notamment en réanimation, qui n'ont pas en quantité bien supérieure à l'habitude, et là où ils tombent en rupture. Mais je tiens à rassurer les patients en ville. À l'heure actuelle, on n'a pas plus de pénurie qu'avant et on sait les gérer comme on le faisait avant. Par contre, en effet, sur le matériel médical, sur les thermomètres, sur les oxymètres, sur les masques, sur aussi les surblouses, enfin tous ces équipements-là, on a de gros problèmes d'approvisionnement. Ça, je veux dire, il n'y en aura pas pour le public. Les masques sont réservés aux professionnels en fait, de santé, et les pharmaciens, le réseau des 22 000 pharmacies de France gère l'approvisionnement des professionnels de santé de ville en masques, et il n'y a pas de masques pour le grand public. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup sollicité en officine par les patients qui veulent des masques. Il n'y a pas de masques disponibles pour le grand public. On gère la pénurie et les masques sont réservés aux professionnels de santé en contact direct avec les patients. Alors sur le soluté hydroalcoolique, en effet, les pharmacies, c'est une demande que de la profession,
peuvent maintenant le fabriquer depuis quelques jours. On a beaucoup manqué de matières premières, notamment d'alcool, mais aussi de flacons. Donc, il y a des grands groupes industriels. Je pense, moi, dans ma région, à Tereos, qui est un groupe sucrier qui est assez connu, qui a joué le jeu et qui a offert en fait de l'alcool aux pharmaciens d'officine pour relancer en fait la production. Et donc, il y a le solutions hydroalcooliques qui sont en train de se reproduire progressivement dans les pharmacies. Et ça, j'ai bon espoir que ça revienne assez rapidement parce qu'il y a eu un fort engouement. Aussi des étudiants en pharmacie qui se sont mobilisés dans les facs, aussi dans les hôpitaux pour produire en fait du solide hydroalcoolique. Donc, pour le solide hydroalcoolique, ça va revenir. Par contre, pour le reste, les thermomètres, les masques et les surblouses, honnêtement, on n'a pas de perspective de réapprovisionnement. On n'a pas de perspective de réapprovisionnement, mais du coup, ça m'amène à une autre question. C'est dans la phase, bon, on ne sait pas à quel horizon, mais lorsqu'on sera en déconfinement, est-ce que tu considères en tant que professionnel de santé, mais aussi en tant qu'élu, que nos comportements en tant que citoyens, en tant qu'individus seront bouleversés et qu'on sera amené à porter quotidiennement des masques, à utiliser des solutions hydroalcooliques, comme ça peut se faire très souvent et hors période de pandémie, en Asie par exemple. Est-ce que tu penses qu'on sera amené à adopter aussi ce genre de comportement et auquel cas, est-ce qu'on aura les masques et les équipements suffisants pour pratiquer ce genre de comportement? Alors, il est sûr que quand on aura le déconfinement, le virus ne va pas arrêter de circuler. Le virus va continuer à circuler et de toute façon, les gestes barrières seront utiles pour cette infection-là, mais aussi pour d'autres infections. Donc, je pense que tout le travail pédagogique qui a eu lieu justement sur les gestes barrières, ça, c'est un travail qui est important et ça qui va perdurer. Après, sur le fait qu'il faille utiliser en fait des masques. Donc, c'est sûr qu'on aurait des masques à foison. En effet, il serait opportun d'équiper le maximum de personnes en masque. Or, les masques sont une denrée rare pour pour plusieurs raisons, mais voilà, l'heure n'est pas la polémique. Mais donc de réserver les masques en fait aux professionnels en fait de santé. Donc, et après, on verra en fonction de la quantité de masques sur le marché, à voir comment on peut les utiliser dans les comportements en fait quotidiens. Par contre, on ne peut pas dissocier cette notion de masque et de déconfinement sans parler des tests. Je pense que c'est très important. À partir du moment où on va lever le déconfinement, il va falloir tester les gens. Et donc là, il va falloir rendre les tests en fait beaucoup plus accessibles qu'ils le sont. Donc les masques, oui, en cas de déconfinement, il va falloir voir à qui doit porter le masque avec des critères. Et ça, on attend beaucoup du gouvernement et des sachants, des sociétés savantes pour nous dire au mieux et pour nous éclairer au mieux de l'utilisation en fait de ces masques, sachant qu'il y a une pénurie. Mais il faut aussi gérer ce problème de test et l'accès aux tests qui est indispensable au déconfinement. D'accord, mais en tout cas, c'est très intéressant. Mais sur la question des tests, est-ce que nous, on sera en mesure d'en fabriquer en France ou est-ce qu'on devra les importer massivement? Est-ce qu'on a déjà une tendance par rapport à ça? Est-ce que vous, au niveau des ARS, au niveau des réseaux de professionnels de santé, parce qu'on a aussi beaucoup entendu parler des tests sérologiques, est-ce qu'on sait déjà se situer par rapport à nos capacités de production? Est-ce qu'on devrait importer, comme c'est le cas des masques? Est-ce qu'on sait déjà où on se situe par rapport à ça, au niveau des tests? Alors, au niveau des tests, donc il y a le nouveau test sérologique, les tests rapides qui sont en train de se développer. Alors, c'est vrai que ce qu'on appelle ces tests sérologiques, qu'on n'appelle pas encore des TROD, parce que les TROD, c'est tests rapides d'orientation diagnostique. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y a un TROD qui soit pour le coronavirus, qui permettrait de tester un grand nombre de personnes à la fois par les médecins, les infirmiers et pourquoi pas, bien sûr les biologistes, mais pourquoi pas aussi les pharmaciens dans l'objectif en fait de dépister en fait le maximum de personnes. Donc ces tests traditionnellement sont fabriqués en fait à l'étranger. Donc c'est vrai qu'on est très dépendant en fait des productions en fait étrangères, mais il y a aussi des entreprises en fait qui produisent en France et donc il faudra augmenter les capacités en fait de production. Mais on a un savoir-faire français en la matière. Voilà. Donc il faudra juste augmenter, comme les masques, on a le savoir-faire, mais il faudra augmenter les capacités en fait de production. D'accord. Et j'avais aussi quand il y a une interrogation plus sur la profession de pharmacien. On sait que depuis le début de la crise, vous êtes au fond en première ligne parce que dans chaque village de France, enfin, tu l'as rappelé aussi, les 22 000 pharmacies, finalement, dans chaque village, la croix verte continue de clignoter, comme on dit. D'ailleurs, on l'a beaucoup lu et entendu dans les médias. Donc, vous êtes les premiers à devoir apaiser d'une part les angoisses des Français,
mais aussi à devoir gérer les annonces gouvernementales. On voit que dorénavant, les pharmaciens sont en première ligne aussi pour être l'interlocuteur des femmes qui se retrouvent malheureusement être victimes de violences conjugales. Comment vous gérez ça? Comment vous gérez ces nouvelles prérogatives qui vous sont confiées et finalement sans avoir non plus les moyens ni la préparation pour les effectuer? Est-ce que vous avez dû vous adapter rapidement? Est-ce que tu penses que cette adaptation va vous servir à vous aussi dans le futur? Comment tu vois les choses à ce niveau-là? Alors, la pharmacie, en fait, c'est vraiment en fait, un réseau. Et c'est vrai que les atouts en fait, des pharmacies, c'est à la fois le maillage territorial. Chaque Français est à proximité en fait, d'une officine, les larges amplitudes horaires, donc aussi une facilité d'accès dans les officines, et aussi les compétences. On a affaire à du personnel dans les officines qui sont des pharmaciens, docteurs en pharmacie, spécialistes du médicament, et aussi les équipes officinales, les préparateurs en pharmacie qu'il ne faut pas oublier, parce que si les officines tiennent le coup, c'est à la fois grâce aux pharmaciens, mais aussi aux préparateurs en pharmacie et toutes les personnes qui peuvent travailler derrière aussi dans les officines et qu'on ne voit pas forcément. Je pense aux secrétaires, aux personnes qui vont livrer les médicaments ou les personnes qui rangent les médicaments. Et ça fait partie en fait, de la famille en fait, de la pharmacie, et c'est un socle assez solide. Il a fallu s'adapter là très rapidement. C'est vrai que dans mon officine, rapidement, il a fallu sécuriser l'officine à la fois pour sécuriser les professionnels de l'officine, l'équipe officinale, mais sécuriser aussi les patients. Donc, on a dû installer des panneaux en plexiglas, on a dû mettre des lignes de démarcation, des fils pour respecter les distances en fait, de sécurité, mettre du solide hydroalcoolique à disposition, mettre des informations sur les gestes barrières et sensibiliser le public. Et ça n'a pas été facile à gérer, et d'autant plus qu'il y avait un climat de stress des personnes. C'était la première fois, c'était assez inédit, hein, le confinement, les gens ne savaient pas à quoi s'attendre. En 2-3 jours, il y a une ruée dans les officines de gens qui voulaient renouveler leurs médicaments, et voilà, donc on a eu 3 jours assez incroyables. Maintenant, les choses sont revenues heureusement à la normale. Et les pharmaciens ont toujours répondu présent. Comme on a bien vu sur les nouvelles missions sur la vaccination anti-grippe, qui a été un véritable succès, à chaque fois, il y a des nouveaux défis. Et c'est vrai qu'avec les atouts de proximité, d'accessibilité et de compétences, et on est vraiment un atout, mais aux côtés des autres professionnels de santé, hein, on est en première ligne aux côtés des médecins et des infirmiers. Mais c'est vrai qu'on est un premier rempart. Voilà, et ça permet aussi d'orienter les gens et de les rassurer. Et ce qui évite aussi des engorgements dans les hôpitaux. Donc, c'est vrai que on est habitué à gérer ça. C'est vrai que là, ça a été quand même un sacré challenge. Ça modifie nos habitudes. C'est vrai que maintenant, on gère à distance. C'est-à-dire qu'il y a des renouvellements d'ordonnances qu'on gère à distance. Donc, les personnes, on a leur ordonnance de manière sécurisée et on va leur livrer en fait les médicaments. On a développé en Hauts-de-France le télésoin. C'est-à-dire qu'on peut rentrer en contact, comme un médecin le ferait dans une téléconsultation, avec du télésoin. Moi, pharmacien, je peux rentrer en contact avec mes patients, avec les boîtes qu'il aurait en main pour lui expliquer en fait son traitement. Voilà, donc ça nous permet en fait d'innover. Et là, je dois saluer d'ailleurs le gouvernement qui a pris des mesures aussi pour qu'on puisse nous autoriser à renouveler aussi des ordonnances. Ça, c'était vraiment un rôle qui était attendu à la fois par les patients, mais aussi par les médecins qui ne pouvaient pas gérer toute cette crise pour les renouvellements de patients chroniques. Donc là, jusque la fin du mois, on va pouvoir gérer les renouvellements en fait, des patients chroniques et assurer le fait qu'il n'y ait pas de rupture, en fait, de rupture dans les traitements. Donc, c'est un challenge. On arrive à le faire. On a les capacités en fait, de le faire avec des équipes motivées et qui ont cette conscience de l'attachement territorial et de la responsabilité qui est la nôtre. Ok. Je voudrais revenir sur le point précis du pharmacien comme relais de la femme ou de la famille qui est en situation de violence conjugale. Comment vous appréhendez ça? Comment, quand un confrère, par exemple, te contacte, te dit « il m'est arrivé ça, quelqu'un est venu me voir, quelqu'un est venu me solliciter », comment finalement vous avez mis en place tous ces processus et comment une femme, demain, qui est victime de violence, peut l'exprimer vis-à-vis de vous? Est-ce que tu as mis un système en place, un processus? Comment ça s'est déroulé finalement? Alors, il y a eu l'annonce du ministre à la télé qui a été un petit peu prématurée dans le sens où ça a devancé en fait la préparation de la profession. Donc, on a essayé de rebondir là-dessus. On a eu des informations en fait de la préfecture qui nous a communiqué en fait la marche à suivre. En fait, s'il y avait une femme qui venait à l'officine qui se
plaignaient en fait de mauvais traitements. Et c'est vrai qu'on a une augmentation de 30 à 35% d'après les chiffres que j'ai pu voir en fait des violences conjugales du fait du confinement. Et c'est vrai dans ce rapport de confiance singulier en fait qu'on a avec nos patients, ça rassure aussi les patients de pouvoir nous échanger avec nous. Donc moi j'ai pas eu encore ce cas-là en fait dans l'officine. Par contre on a pris un temps d'échange avec mes équipes pour savoir si ça se produisait la marche à suivre. Donc la marche à suivre, c'est d'abord d'être rassurant en fait, d'accompagner en fait la personne, et après donc les procédures, c'est d'orienter vers les numéros dédiés. Et on est en train de recenser aussi au niveau régional en fait les associations ressources aussi que l'on pourrait qu'on pourrait recommander à ces personnes. Voilà, donc toujours le rôle du pharmacien justement d'être bienveillant par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on est légitime comme d'autres acteurs justement du fait de notre accessibilité, notre proximité, de pouvoir prendre en charge ces femmes qui sont victimes de violences conjugales. Et aussi les repérer, parce que souvent c'est aussi dans le non-dit. Ok. Et hier, le Parisien aujourd'hui en France a consacré une belle double page à la profession des pharmaciens. Je ne sais pas si tu en as eu connaissance. Je l'ai vu avec plaisir. D'ailleurs, un de tes confrères disait quelque chose qui était assez singulier. Il disait les pharmaciens, après cette crise, seront davantage considérés comme des soignants plutôt que des commerçants. Est-ce que tu partages cette réflexion et quel est ton point de vue sur cette citation? Alors, le pharmacien est un professionnel de santé. On a fait des études de santé et il y a juste que 4 millions de personnes qui fréquentent chaque jour une officine, qui rentrent dans une officine chaque jour. C'est quand même assez important. Et ces gens-là n'ont pas, pour la plupart, pas de doute sur les compétences santé en fait, des pharmaciens. Mais c'est sûr qu'auprès des pouvoirs publics, et notamment de Bercy, parce que je pense que le ministère de la Santé reconnaît notre capacité à agir sur la santé, hein, on voit bien, mais c'est plutôt du côté de Bercy, on est moins reconnu en fait, comme un professionnel de santé, mais plus comme un commerçant, entre guillemets, même si je réfute ce terme. Le métier de pharmacien a énormément évolué et la profession a toujours fait le choix justement de la santé. On voit bien avec la vaccination que j'évoquais, mais aussi des entretiens pharmaceutiques où on accompagne en fait les patients lors d'un entretien sur l'asthme, les anticoagulants oraux, demain sur leur traitement sur oncologie, donc pour le traitement pour le cancer, mais aussi avec les personnes âgées sur les bilans partagés de médication pour lutter contre la iatrogénie, la vaccination. C'est une profession qui a toujours fait le choix d'assumer d'être un des professionnels de santé à part entière. Et c'est vrai que je rejoins le confrère, on est souvent frustré par rapport à l'image que l'on peut avoir auprès de certaines personnes des pouvoirs publics par rapport à la réalité de terrain. Voilà, donc en effet, ça montre une fois de plus, dans ces circonstances de coronavirus, que les pharmaciens répondent présents en tant que vrais professionnels de santé, aux côtés de l'équipe de soins. Moi, je compte beaucoup sur l'équipe de soins primaires qui est constituée essentiellement du médecin, du pharmacien et des infirmiers. C'est au niveau des territoires, ce trio, en fait, permet d'assurer un bon suivi et de la population en niveau santé. Et c'est salutaire. Tout à fait. Grégory, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre, de répondre à nos questions. On te souhaite beaucoup de courage pour la suite de cette crise et on espère te revoir rapidement pour avoir des nouvelles de ta pharmacie et de tes fonctions de conseiller régional des Hauts-de-France. Merci à toi en tout cas. Bonjour Edouard, on est avec Edouard Obadia, qui est médecin réanimateur, qui est membre de l'UDI, qui est maire adjoint de Villejuif, une ville de 50 000 habitants dans le Val-de-Marne, où la santé est importante, puisque c'est là qu'il y a l'Institut Gustave Roussy, qui est un des principaux centres de recherche contre le cancer en France. Alors Edouard, donc ça fait 30 ans que tu es réanimateur, tu travailles dans la réanimation publique, mais aussi tu es à mi-temps hospitalier public et à mi-temps dans une réanimation privée. Donc on est vraiment content que tu aies accepté de témoigner parce que tu vas nous permettre aussi de mieux comprendre toutes les informations qui circulent, notamment sur le fait que le privé ne serait pas du tout mobilisé par le gouvernement et que les hôpitaux publics seraient un peu abandonnés par les pouvoirs publics. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les informations qui circulent à ce sujet? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Comment un peu faire la part des choses là-dessus? Alors, c'est totalement faux. Il y a une collaboration qui existe depuis toujours
entre les établissements publics et les établissements privés qui sont de même niveau. C'est-à-dire que dans beaucoup d'établissements publics de capacité importante, il y a des services de réanimation, comme il y a les mêmes services de réanimation dans les établissements privés qui font des pathologies ou qui traitent des pathologies lourdes. Ces services de réanimation sont gérés par les médecins qui ont les mêmes diplômes, les infirmières ont les mêmes diplômes, les patients n'ont pas de surcoût parce que la réanimation est une spécialité à soins coûteux, SPC en termes techniques, qui fait que les patients n'avancent pas les sommes. La sécurité sociale prend en charge totalement les prises en charge de ces patients en réanimation. Il n'y a pas de surcoût dans le privé et les systèmes publics ou privés sont les mêmes. Ok, alors quand on s'est appelé juste avant pour préparer un peu ce live, tu m'expliquais que par exemple les informations qui circulent sur le fait que des soignants en clinique aient été mis en chômage partiel, en fait la réalité est plus compliquée que ça. C'est-à-dire qu'ils ont des bonnes raisons d'être mis au chômage partiel. C'est pas qu'il y a un problème de coordination. Alors effectivement, il y a des établissements privés qui pratiquent des interventions chirurgicales ou des prises en charge à froid sur des patients qui ne sont pas des patients aigus. Et là, tous ces établissements qui n'ont pas la capacité de recevoir des patients de réanimation, qui n'ont pas les équipements pour faire de la réanimation. Il faut savoir que dans une chambre de réanimation, il faut des prises d'air, des prises d'oxygène, des prises de vide que les chambres de ces cliniques qui ne font pas de soins aigus lourds n'ont pas. Donc on ne peut pas les équiper. Ce qui fait que les personnels qui travaillent dans ces établissements ne peuvent pas reconvertir les locaux en locaux de réanimation. Alors là, oui, comme on a arrêté la prise en charge des soins qui ne sont pas aigus dans ces établissements pour pouvoir disposer d'un certain nombre de soignants qui ont les compétences ailleurs, il est vrai que dans ces établissements, ne pouvant pas être reconvertis rapidement en lit de réanimation, il peut y avoir certains personnels en chômage technique partiel, entre guillemets. Alors toi, ça fait 30 ans que tu es médecin réanimateur et j'ai vu que tu disais sur Facebook que les médias font découvrir notre métier d'une manière un peu trop caricaturale en ce moment. Qu'est-ce que tu entendais par là ? Alors, ce que j'entends par là, c'est que la réanimation, on est habituellement toujours à gérer des crises. On gère des malades aigus, on gère des pathologies graves et on gère l'urgence vitale. Donc ça ne change rien dans notre fonctionnement et dans notre mode de prise en charge des patients. Ce qui change, c'est le nombre de patients qui affluent en même temps et c'est donc le système qui n'est pas dimensionné pour accueillir en même temps un nombre de patients élevé. C'est-à-dire que dans un service de réanimation d'une vingtaine de lits où il y a un turnover de 1 à 3 patients par jour, on se retrouve dans des services où on a doublé les capacités, c'est-à-dire de 20 on passe à 40 lits, et où le turnover est important au départ parce qu'on admet beaucoup de patients qui affluent en nombre et les entrées, c'est plus de 1 à 3 par jour, c'est de 5 à 10 par jour. Donc on multiplie par 3 notre mode de fonctionnement, donc on a besoin d'équipes surdimensionnées pour prendre en charge plus de patients dans un temps plus court. Voilà la différence, mais habituellement, on prend déjà en charge les urgences vitales qui sont des urgences, et donc on est rodé à prendre en charge rapidement les patients, mais pas sur le nombre. Alors justement, un des moyens de soulager les établissements de santé, c'est le transport de malades, domaine dans lequel tu étais spécialisé. Tu as même un enseignement sur le rapatriement sanitaire. Il y a des ponts ferroviaires qui ont été mis en place, mais on a eu des messages de sympathisants ou d'adhérents qui s'étonnaient du fait que des cliniques à côté ou des hôpitaux avaient des places ouvertes. Pourquoi le transport est indispensable dans certains cas ? Alors, le transport est indispensable dans certains cas pour désengorger les gros centres qui ont un nombre de lits importants ouverts et qui sont maintenant face à une prise en charge où ils ne peuvent plus admettre de patients. Donc, dans ce cadre-là, on peut effectivement transférer temporairement des patients d'une région à une autre.
De préférence avec le train parce qu'on a vu que l'avion pose des problématiques importantes, notamment au niveau de l'oxygène. Ces patients demandent beaucoup d'oxygène, donc transporter 10, 15 patients dans des gros porteurs avec beaucoup d'oxygène, on prend des risques pour la sécurité de l'avion, alors que dans un train, il n'y a pas de problématique de vol en altitude et de pressurisation comme dans un avion, donc il y a moins de risques au niveau de transport de quantité importante d'oxygène. D'autre part, les trains s'arrêtent dans des gares qui sont dans les centres des villes et donc le transfert secondaire en ambulance vers le centre hospitalier est plus court. Alors pourquoi désengorger? Pour permettre à l'arrivée du pic de l'épidémie de ne pas saturer certaines régions alors que d'autres n'ont pas encore l'épidémie ou très peu. Et puis dans un second temps, quand nous on sera en phase de redescente de l'épidémie et que les autres régions seront en phase ascendante, on pourra reprendre ces patients pour les mettre dans des lits qui ne seront pas saturés par l'arrivée de nouveaux patients régulièrement comme on le voit toujours actuellement en Île-de-France. Ok, écoute, c'était très clair. Alors, sur un autre sujet, mais qui concerne particulièrement les adhérents et les sympathisants qui ne sont pas professionnels de santé, c'est sur le confinement. Et on voit qu'il y a pas mal de leaders de l'opposition, notamment de la France Insoumise, qui remettent en cause le confinement. Il y a des pays comme la Suède et les Pays-Bas qui ne procèdent pas du tout au confinement. Pour toi, en France, qu'est-ce qui se passerait si on ne faisait rien? Je pense que c'est important de le rappeler, parce que ça fait 15 jours et il y a pas mal de gens qui commencent à le remettre en cause dans le débat public. Si on arrête le confinement, quelles conséquences ça a concrètement? Alors d'abord, pourquoi on fait le confinement? On fait le confinement parce qu'on n'a pas fait des tests à l'ensemble de la population. Les tests à l'ensemble de la population auraient pu permettre, si on les avait eus en nombre suffisant, de faire la différence entre ceux qui sont infectés et ceux qui ne sont pas infectés. On aurait pu isoler ceux qui sont infectés et asymptomatiques, parce que c'est ça la problématique. Ceux qui sont infectés et malades, on le sait, ils ont des signes de la maladie. Mais il y a beaucoup de gens qui sont infectés porteurs sains du virus, qui donc transmettent ce virus, mais qui ne sont pas malades ou qui ont des tout petits signes qui font qu'on ne pense pas forcément à la maladie. Et c'est trop tard pour le faire? Mais c'est pas que c'est trop tard pour le faire, c'est qu'on n'a pas en France le nombre de tests pour faire en même temps, parce qu'il faut que ça soit fait de manière simultanée à 80% de la population, le test pour savoir si contaminés ou pas contaminés. Ceux qui seraient contaminés, on les confine, les autres, on peut limiter et ne pas les confiner. Comment tu peux expliquer à nos adhérents et sympathisants pourquoi en fait c'était très compliqué d'anticiper cette épidémie et pourquoi 15 jours avant même le confinement, plusieurs professeurs de médecine ne savaient même pas et ne pouvaient pas anticiper ce qui allait se passer? On a bien vu que cette épidémie était compliquée parce qu'elle touchait préférentiellement certains endroits au départ. Et on n'a pas su préciser comment se faisait la contamination à certains endroits. On pensait initialement que c'était un peu comme la grippe, qu'un patient grippé pouvait contaminer un, voire deux autres personnes. C'est pas du tout le cas. Là, un patient atteint du Covid-19 contamine entre 5 et 8 personnes. Donc, la contamination est beaucoup plus importante et beaucoup plus rapide. Et ça, sans avoir vu arriver l'épidémie, personne ne pouvait le préjuger. Alors, on conclut ce live avec notre secrétaire nationale à la santé, Marie-Christine Gros-Favreau. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est vous qui avez rédigé notamment à l'époque le programme UDI Santé pour les élections législatives et présidentielles. Vous êtes professeur de médecine en cancérologie, présidente de l'association France Dépendance. Donc, on voulait évidemment avoir votre regard sur la crise, ce qui pourrait être fait, ce qui n'a pas pu être fait à un moment donné. Et la première question qu'on voulait vous poser et qu'on a évoquée ensemble quand on a préparé un peu ce live, c'était par rapport aux protections individuelles. Donc, juste pour recontextualiser, en fait, vous avez travaillé longtemps au ministère de la Santé. Donc, ce serait intéressant d'avoir votre recul sur ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. On sait que dans un rapport de 2010, Jean-Christophe Lagarde avait recommandé de décentraliser les stocks de masques dans 7 zones de défense. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quel est le choix qui a été fait et pourquoi il y a eu ce manque de protection individuelle
qui a été décrit un peu partout par les soignants. Tout à fait. Alors d'abord, peut-être avant de commencer, j'espère que tous ceux qui vont nous écouter sont épargnés par le Covid-19 et sont bien confinés. Parce qu'effectivement, dans l'état actuel de la situation, le confinement est la seule solution pour soi et pour les autres. Je voudrais aussi dire que je ne suis pas infectiologue et que, comme beaucoup, je fais le tri entre des informations, mais aussi des désinformations, et que tout ça est excessivement anxiogène. Donc, une partie de mon travail, ça a été d'essayer de faire du tri. Je voudrais dire aussi en préambule, parce que ça me paraît important, qu'aucun système de santé dans le monde n'a été conçu pour faire face à une telle crise, mais que certains y sont beaucoup mieux préparés, et c'est ce qu'il faut et qu'il faudra analyser. C'est pourquoi certains étaient mieux préparés. Je pense aussi, pour répondre à votre question, qu'effectivement, il faut faire front commun, qu'il ne faut pas éviter la polémique, mais qu'il est important d'analyser la situation actuelle en France et de voir les défaillances. Alors, si on commence par les masques, je crois que l'histoire a été racontée et re-racontée pour essayer de chercher, j'allais dire, des responsables qui a finalement libéré ce fameux stock de Roselyne Bachelot. Je dirais que les responsabilités sont à tous les étages, ou les non-responsabilités d'ailleurs, mais de façon claire. Il a été décidé à un moment donné, autour de 2013, que ces stocks ne devaient plus être nationaux, mais qui devaient être décentralisés et sous la responsabilité de, j'allais dire, des employeurs qui devaient les utiliser. Donc, par employeur, c'était les hôpitaux, les établissements, les EHPAD, c'est-à-dire que tout établissement devait gérer son propre stock. Cette décision n'était pas mauvaise en elle-même, elle a été prise après des avis d'experts, mais la grande, entre guillemets, faute a été de ne pas vérifier que ces établissements maintenaient leur stock. C'est-à-dire que, effectivement, au moment des contraintes budgétaires, la première chose que les établissements ont fait, c'est de ne pas renouveler ces stocks. Et donc ça, c'est probablement, j'allais dire, la première grosse erreur. On peut dire aussi, pour moi en tout cas, que la deuxième erreur, ça a été au moment où on a vu apparaître cette crise en Chine, on aurait dû questionner tous ces établissements et savoir s'ils avaient des réserves. Alors, je voudrais juste, quand même, pour bien illustrer le problème, vous résumer les recommandations qui ont été faites par Santé publique France, donc notre grande agence qu'on voit intervenir pour les mesures de prévention, que Santé publique France avait rendu un avis fin 2016 à la demande du gouvernement qui lui posait la question des stocks stratégiques en cas de pandémie. Et dans ces recommandations, que je n'ai pas tous reprises, il était effectivement toujours conseillé que les stocks soient décentralisés, mais que chaque établissement ait bien ses stocks. Et surtout, ce qui me paraît tellement important, que chaque foyer ait un stock de 50 masques. C'est une mesure qui est appliquée en Suisse et qui était inspirée de la Suisse. Quand vous dites chaque foyer, c'est chaque foyer individuel? Chaque foyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, premièrement, que ces experts nous disent bien que les masques au niveau individuel sont importants. Voilà. Donc, que si on en avait, il faudrait les porter. Voilà. Et la deuxième chose qui me paraît plus importante à comprendre, c'est que 50 masques par foyer, c'est moins de 5 € par foyer tous les 2 ans. Donc, quand on pense à la quantité de médicaments gaspillés dans nos armoires pharmaceutiques, on comprend que ce que l'on n'a pas en France, c'est la culture de la prévention et de l'anticipation. Je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais
dire sur les masques? Peut-être que vous avez d'autres questions sur les masques. Du coup, pour recontextualiser, parce qu'en fait, on accuse beaucoup l'État, pour synthétiser un peu ce que vous dites, on accuse beaucoup l'État d'avoir été défaillant sur cette gestion des stocks. Pour vous, le problème, c'était pas le fait que l'État n'ait pas de stock, c'est le fait qu'il n'est pas contrôlé. Mais en soi, la décentralisation était plutôt… Pour moi, la décentralisation était une bonne chose. Il faut savoir que la gestion au niveau national de stock est particulièrement compliquée. Et là encore, si chacun d'entre nous, au niveau individuel, au niveau collectif, nous avions cette culture de l'anticipation et de la prévention, chaque établissement aurait eu ses stocks. Moi, je voudrais juste dire que dans certaines industries stratégiques, d'accord, je pense à l'agroalimentaire par exemple, qui utilisent des masques tous les jours pour fabriquer, eh bien certains avaient anticipé dès janvier les commandes. Et c'est pour ça que certaines de ces entreprises peuvent aujourd'hui fournir des masques à l'État. Donc l'anticipation, elle est possible. Ok, merci, c'était très clair, ça permet un peu de recontextualiser les choses. Alors, on parle beaucoup depuis quelques jours de déconfinement, qui est Oui. notamment déjà réclamé par la France insoumise. Mais la seule manière de pouvoir déconfiner, c'est déjà, dans un premier temps, de pouvoir dépister massivement. Est-ce que vous comprenez le fait que ça puisse prendre du temps? Qu'est-ce que vous inspire ces revendications d'un déconfinement rapide réclamé notamment par la France insoumise? Alors, il y a deux questions qui sont différentes. Il y a la question du déconfinement rapide et il y a la question des tests diagnostiques. Donc, premièrement, on ne pourra pas déconfiner sans test. D'accord ? On ne peut pas. Parce qu'au moment du déconfinement, bien entendu, on va de nouveau avoir une circulation du virus. Donc, le seul moyen qui ne circule pas, c'est de savoir qui est malade et de pouvoir effectivement confiner les malades. À la place de confiner toute la population, c'est les malades qu'on va confiner. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait certains pays qui sont probablement un peu mieux organisés de ce point de vue-là, dont les pays asiatiques, et ça a été beaucoup rapporté. Donc, premièrement, le problème des tests diagnostiques est un véritable problème, mais c'est un problème aujourd'hui parce qu'on a des soignants qui n'ont pas de test, on a des EHPAD dans lesquels on n'a pas de test pour les malades, on a pour les résidents, mais pas de test pour les gens qui rentrent. On a des industries qui continuent à travailler avec des employés qui rentrent, dont ils ne savent pas s'ils sont positifs ou négatifs. Donc, dès qu'il y a le moindre risque, le moindre symptôme, ils sont obligés d'arrêter leur personnel. Et donc, effectivement, ces sociétés manquent beaucoup de personnel. Ça aggrave probablement les problèmes de crise économique. Donc, ces tests, on en a besoin dès maintenant. Et là, c'est véritablement une question que je pose, c'est pourquoi ne peut-on pas, en France, avoir des tests alors que des pays comme l'Allemagne en ont, et pas uniquement l'Allemagne. C'est l'Allemagne dont on parle le plus, mais d'autres pays en ont. Donc, nous avons un problème ici de comprendre pourquoi nous n'arrivons pas plus rapidement à déployer ces tests qui sont indispensables. Il y avait un bon article aujourd'hui dans Le Point que les auditeurs pourront consulter qui donne une partie des raisons et aussi une partie des solutions, c'est-à-dire la possibilité pour faire ces tests de sortir des circuits habituels et de faire appel à des laboratoires publics, à des laboratoires privés et en particulier aux laboratoires vétérinaires. C'est-à-dire qu'en fait, l'absence de tests suffisante est un problème bureaucratique principalement, vous pensez aujourd'hui? Le terme de bureaucratique ne me plaît pas, surtout dans une crise dans laquelle nos dirigeants, on doit analyser les problèmes, bon, ne peut-être pas critiquer de façon outrancière, et pour moi, bureaucratie, c'est un peu trop. Mais par contre, des circuits, effectivement, dans lesquels on a des difficultés à sortir. Ok, très bien. Quand on s'est appelé… Un petit exemple, parce que c'est quelque chose qui est intéressant pour les tests. Il faut savoir que dans la plupart des laboratoires de médecine humaine, les machines qui permettent de faire le diagnostic, les machines
ne se conçut que pour un fournisseur de tests. En fait, le fournisseur, il fournit sa machine et son test. Donc, on est excessivement dépendant du fournisseur. D'accord. Alors qu'en médecine vétérinaire, en hygiène alimentaire, on a des systèmes qui sont beaucoup plus polyvalents, qui sont conçus pour faire du screening à grande échelle et qui devraient pouvoir être adaptés rapidement aux problèmes actuels. Ce n'est pas une mesure qui doit être prise de façon générale et définitive, mais qu'on devrait pouvoir étudier pour la situation actuelle. Quant au déconfinement, je crois que je ne sais pas qui propose qu'on déconfine, mais il n'est pas possible aujourd'hui de déconfiner dans la situation actuelle avec un virus qui circule, avec pas de test de dépistage pour permettre d'isoler les personnes contaminées et avec des hôpitaux qui sont en surcharge. Les témoignages que vous avez recueillis avant témoignent en fait des efforts considérables que font aujourd'hui les soignants et de l'impossibilité d'aller plus loin avec les ressources humaines que là. Donc, déconfiner aujourd'hui serait pour moi une erreur majeure. Vous me disiez quand on s'est appelé auparavant que vous étiez vraiment scandalisé de la théorie de l'immunité collective, que certains considèrent comme une alternative au confinement, d'autres pays misent là-dessus. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire pourquoi? Je n'ai pas dit scandalisé parce que le mot serait encore là une fois trop fort. Je crois qu'on est dans une période, il faut qu'on reste très, ce que je disais, modéré, essayant d'analyser le plus correctement possible les informations qu'on a. Ce que je voulais dire par là, c'est que pour que l'immunisation de la population puisse faire barrière, donc empêcher le virus de circuler, on sait qu'il faut que le nombre de gens immunisés soit très important. Quand on vaccine une population, on sait qu'il faut qu'il y ait environ 80% de la population qui soit vaccinée pour que le virus ne circule pas. Ce qui veut donc dire que pour que l'immunisation puisse fonctionner, il faudrait qu'on ait un nombre très important de personnes qui soient immunisées, ce qui est peu probable puisqu'on a mis en place le confinement. Si on voulait effectivement, c'est ce que certains dirigeants ont au début imaginé de faire, laisser circuler le virus pour que la population s'immunise, il faudrait être, j'allais dire, prêt à voir énormément de formes graves arriver dans les hôpitaux, formes graves qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre en charge. Donc là aussi, c'est un peu illusoire. Et par ailleurs, des virologues et infectiologues disent, à mon avis à juste titre, que si on laisse le virus suffisamment circuler, il risque de muter comme on a vu muter le virus de la grippe. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement, ce sera intéressant de savoir, en sortie de confinement, combien de patients sont immunisés. Ça permettra d'adapter un petit peu la stratégie de déconfinement, mais ça ne suffira pas à limiter la circulation du virus. Je rappelle par ailleurs que si on en croit certaines études chinoises, il semble que la durée de l'immunisation soit assez courte, environ 4 mois. C'est pour ça que les Chinois redoutent, j'allais dire, un retour de l'épidémie ou une rechute. On va arriver au bout de ce live, mais je voulais quand même vous poser une dernière question un peu plus générale. Cette crise sanitaire, elle est arrivée à un moment donné où il y avait déjà énormément de difficultés à l'hôpital, énormément de soignants dénonçaient leurs conditions de travail depuis plusieurs mois, voire depuis 1 an. Et en fait, il y a une incompréhension générale parce que d'un côté, on a ces soignants qui se plaignent énormément de la dégradation de leurs conditions de travail et du manque de moyens. Et de l'autre, il y a eu une révolte fiscale avec les Gilets jaunes. On voit qu'il n'y a aucun autre pays de l'Union européenne que la France qui dépense autant pour sa santé. Et donc, il y a une forme de sidération et d'incompréhension d'énormément de monde de la population entre d'un côté ce système de santé qui manque de moyens et de l'autre un système qui est quand même très coûteux par rapport aux voisins de l'Union européenne. Si on prend un peu du recul, qu'est-ce que vous inspire un peu ce paradoxe? Vous qui aviez rédigé le programme de l'UDI Santé pour les législatives, qu'est-ce que vous pouvez répondre un peu à ce paradoxe qui peut exister dans la tête de certaines personnes? Très bien. Alors d'abord, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais faire une première remarque concernant effectivement notre système de santé pour les présidentielles de 2017, mais aussi pour le programme européen. Nous avions
proposer une mesure en disant qu'elle nous paraît la plus importante, en particulier pour les Européennes, c'est que l'on reconstitue des stocks stratégiques au niveau européen pour tout ce qui est produits de santé, médicaments, dispositifs médicaux. Les masques font partie des dispositifs. Donc, on voit aujourd'hui à quel point cette recommandation était importante. Et quelque part, on n'a pas l'impression que ni en 2017, ni même au moment des élections européennes, elle était beaucoup entendue, beaucoup reprise et surtout éventuellement mise en application. Donc, on peut espérer aujourd'hui que on aura pris conscience de cette nécessité. Ça me paraît d'autant plus important qu'on ne peut pas, à mon avis, concevoir des stocks stratégiques au niveau national. C'est bien au niveau européen et c'est à taille européenne qu'il faut envisager ces stocks. Vous pouvez dire un peu à nos adhérents et à nos auditeurs pourquoi ça peut se faire à l'échelle européenne? Parce que, si vous voulez, le marché est énorme. Les stocks, faire à chacun ses stocks paraît excessivement compliqué pour chaque médicament. Il faut comprendre aussi que ce n'est pas uniquement le produit, mais c'est aussi la matière première. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi que l'on ramène en Europe la matière première. Et donc, on imagine bien que le concevoir à l'échelle européenne serait beaucoup plus simple à organiser et probablement, j'allais dire, un meilleur rapport qualité-prix que d'imaginer de faire dans chacun des pays des industries pour les matières premières, des industries pour fabriquer chacun des médicaments, d'autant que toutes les grandes firmes pharmaceutiques sont aujourd'hui réparties dans l'ensemble de l'Europe, enfin essentiellement en Allemagne, en Suisse, en France. Je pense que juste, je vous coupe 2 secondes parce que c'est très intéressant et la plupart des adhérents de l'UDI ne sont pas du tout des professionnels de santé. Qu'est-ce que vous appelez par matière première en fait? C'est quoi concrètement la matière première d'un médicament? La matière première, c'est ce qui compose un médicament. Oui, bien sûr, mais concrètement, les gens ne savent pas forcément, je pense. Les médicaments sont fabriqués pour beaucoup en Europe, puisque, comme je vous le redis, on a une force, on a des gros laboratoires pharmaceutiques en Europe. Hein. Donc, le médicament final est fini en Europe, mais la matière première peut arriver de Chine ou d'Inde. D'accord? C'est soit la matière première, le principe actif, soit la matière première, ce qu'on appelle l'excipient, qui permet en fait de finaliser, d'agglomérer la matière efficace, le produit efficace. Donc, c'est soit le produit efficace, soit l'excipient. Ok, très intéressant. Et si on repasse un peu sur cette dernière question un peu générale, sur le paradoxe Sur cette question un peu générale, on entend aujourd'hui, j'allais dire à la fois par nos dirigeants, mais pas que, par l'opposition, que plus jamais on ne verra ça et qu'il faut que des moyens considérables soient mis à l'hôpital et dans le système de soins. En tant que médecin, évidemment, je devrais m'en réjouir. Hein. Mais il faut faire excessivement attention. Vous l'avez rappelé, on a déjà un des systèmes de soins les plus coûteux dans le monde. D'accord? Et aujourd'hui, force est de dire qu'il n'est quand même pas le plus efficace. Nous allons traverser une crise économique sans précédent, avec une dette publique qu'on n'ose plus chiffrer. Donc, augmenter les dépenses de santé, ça veut dire forcément creuser encore la dette publique et à un moment, il y aura forcément un arrêt à cette stratégie, surtout si le taux d'intérêt augmente. Donc, pour moi, et de façon, j'ai sûr, c'est possible, il faudra faire mieux avec les mêmes moyens. Et là, je rejoins de très nombreuses propositions qu'on avait faites dès 2017 lorsqu'on a conçu le programme santé de l'UDI. C'est des propositions qu'il faudra revoir à l'aune de cette crise, à l'aune des évolutions du système de santé, mais beaucoup sont toujours valables.
je vous rappelle que pour faire ces propositions, nous nous étions très largement inspirés, évidemment, des modèles d'autres pays. Et ceux qui avaient retenu notre attention étaient l'Allemagne, les pays nordiques, les Pays-Bas, autant de pays qui aujourd'hui s'en tirent quand même beaucoup mieux que nous devant la crise actuelle. Alors, on peut dire, comme on l'a entendu hier, que peut-être qu'ils ne sont pas encore au plateau, au pic. J'espère pour eux et pour nous tous qu'ils vont passer mieux la crise que nous, surtout qu'ils accueillent certains de nos malades. Donc, on a vraiment, on peut espérer que l'épidémie ne va pas atteindre ces pays. Alors, je vais donner quelques exemples, mais c'est vraiment que des exemples parce qu'il faudrait reprendre chacune des propositions qu'on a faites et les actualiser. Mais on avait d'abord comparé le nombre d'hôpitaux et le nombre de lits d'hôpitaux. En Allemagne, le nombre de lits d'hôpitaux, et par habitant bien sûr, est équivalent à la France. Mais le nombre d'hôpitaux est beaucoup plus faible. Cela veut dire qu'on a des hôpitaux moins de tout petits hôpitaux et moins d'énormes hôpitaux. En un mot, la PHP, les normes mastodontes, n'existent pas en Allemagne et des tout petits hôpitaux qu'on continue à faire perdurer n'existent pas non plus. Et on voit bien aujourd'hui que le transport des malades est possible. Donc ça, c'était une des remarques, quelque chose qui nous semblait important. On avait beaucoup insisté sur la gouvernance plus simple. Nous avons une gouvernance du système de santé en France qui est excessivement complexe et qui entraîne des lourdeurs administratives et des difficultés à gérer, à contrôler le système de santé. En particulier, l'Allemagne n'a qu'un seul payeur. Je vous rappelle qu'on a 2 payeurs, la sécurité sociale et les complémentaires. L'Allemagne a un système qui est très régionalisé. Enfin, le troisième point sur lequel on avait beaucoup insisté était celui du panier de soins. C'est-à-dire, qu'est-ce que tout citoyen doit disposer pour lui permettre, d'une part, d'être en bonne santé, donc en termes de prévention et de traitement. Et là, il est tout à fait clair que tant au plan réglementaire qu'au plan comportemental, les Allemands ont beaucoup mieux intégré cette question de panier de soins en consommant moins et mieux. D'accord ? En France, on continue à avoir accès à tout et tout le temps. Et ça, ce ne sera probablement plus possible. Voilà. Il va falloir, j'allais dire, faire des choix stratégiques dans ce qui est nécessaire à la santé et ce qui est, je qualifie souvent, de soins de confort. Finalement, le dernier point, mais qui est très difficile à aborder dans cette période de crise où tous nos concitoyens vivent des situations parfois dramatiques, il faudra que l'on réenvisage toutes les questions de fin de vie et qu'on les visage au plan éthique et économique. On a depuis des années soigné des personnes excessivement âgées, parfois pour des maladies incurables. On a prolongé très longtemps en cancérologie des personnes qui avaient de très nombreuses pathologies. Et donc là, on va devoir se poser des questions sur comment on envisage la fin de vie pour nos aînés, puisqu'on voit qu'on est arrivé aujourd'hui à un système dans lequel on ne peut pas réanimer, nous dit-on, dans certains établissements, après 75 ans. Donc, vous vous rendez compte que l'on passe du traitement du cancer à 90 ans à l'absence de réanimation à 75 ans. Donc ça, je crois que c'est un problème très compliqué, qui est difficile d'aborder à chaud, j'allais dire. Je vous dis, d'autant que certains souffrent aujourd'hui de voir disparaître leurs proches.
leurs parents, leurs grands-parents, mais on n'échappera pas à une rationalisation des soins. Écoutez, Madame Gros-Favreau, c'était une conclusion extrêmement intéressante. J'espère que et je crois que vous avez répondu à toutes les questions de nos auditeurs. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Confinez-vous bien, c'est le message général en tout cas sur le principe d'action qu'on peut tenir de toutes les interventions qu'on vient d'avoir. Et à très vite du coup pour un nouveau numéro du DI Santé.